stages et les offres des stages. Je vous en prie, messieurs. Une minute parce que Madame Foudas veut prendre la parole. Je vais juste vous emprunter en fait 2 minutes. J'aimerais inviter tous les t-shirts rouges à venir se mettre là. Les t-shirts rouges. Là. Et là, voilà, là j'aimerais qu'on les applaudisse très 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 fort pour leur travail. Voilà, c'était juste un remerciement de la part de Subcom pour le travail que vous avez effectué et pour le succès de cette journée-là. Voilà, merci et à votre boulot. Merci. Madame Foudas pour cette initiative. Merci Maintenant, Monsieur le directeur Relations entreprises et apprentissage à l'ICGLF va nous honorer par présenter le modèle français de l'éducation par l'apprentissage. Je vous en prie. Merci, je continue. Merci. Et là, pourquoi apprendre dans la bonne humeur? C'est aussi faire en sorte qu'on est plus respectif. Plus respectif, réceptif, pardon. Quand ta bonne humeur est là. En tout cas, merci pour cette tribune et de pouvoir présenter et partager avec vous le modèle. Alors, c'est le modèle français, effectivement, de l'apprentissage dans le supérieur au sein d'une école d'ingénieurs. On n'est pas dans un département d'université, c'est vraiment une école d'ingénieurs proprement dit. Je vais vous en dire quelques mots. Alors, on a quelques points communs, effectivement, avec Subcom. Au-delà d'avoir des élèves brillants, on est aussi école associée de l'Institut Télécom. Et ce qui nous permet aussi d'échanger, c'est aussi que ça représente des valeurs communes au niveau de l'enseignement et de la relation qu'on peut avoir avec des milieux professionnels et de la recherche. Donc les CIGLEX, c'est une école d'ingénieurs qui a été créée au XXe siècle, en 1900 précisément, et qui a eu quelques parcours. Aujourd'hui, elle est installée au nord de Paris, dans une ville qui s'appelle Rouen, plus précisément une petite bourgade qui s'appelle Saint-Étienne-de-Rouvray, au cœur d'une forêt, donc c'est très intéressant. On voit des pins parasols, mais on est en Normandie, on n'est pas dans le sud de la France, et encore moins en Afrique du Nord. Donc école associée, alors on parlait ce matin d'habilitation ou d'accréditation, on est bien sûr en France pour qu'une école puisse délivrer un diplôme d'ingénieur, elle doit être habilitée par la commission des titres d'ingénieur, la CTI, qu'on va revoir dans les mois qui arrivent, puisque l'habilitation est renouvelée tous les 6 ans. École associée est membre de certaines structures de réflexion avec d'autres écoles, que ce soit des écoles d'ingénieurs, mais aussi des écoles de management sur les problématiques de fond de l'enseignement supérieur en France. Et puis le diplôme, qui est un diplôme de grade de master, donc à une reconnaissance européenne. Et si vous accédez, si effectivement vous passez par la reconnaissance CTI, etc., avec un diplôme de master, c'est une reconnaissance européenne. Donc ça veut dire que le porteur de ce diplôme, de cette reconnaissance, a porte ouverte et peut faire reconnaître son diplôme partout en Europe, et puis au-delà. Et puis on est également, nos équipes de recherche sont membres associés dans le pôle de recherche d'enseignement supérieur Normandie Université. Donc c'est une partie de notre environnement. En quelques mots, les CIGLEX, c'est plus de 2000 personnes. Avec les élèves d'un côté, 1700 étudiants, et puis 300 personnels et enseignants, 150 permanents, 150 personnels permanents, donc
75 enseignants permanents. On a beaucoup d'intervenants extérieurs qui animent des cours, des modules. Ce sont aussi bien des représentants du monde professionnel, donc des ingénieurs et cadres en situation professionnelle, qui viennent apporter leurs compétences et leur savoir auprès de nos étudiants, surtout dans nos spécialités en fin de parcours. Et puis également des personnels venant du monde, enfin des enseignants venant de l'université pour toutes les matières fondamentales, et on partage énormément de choses avec l'université. Notre population d'étudiants, elle est d'origine très diverse, puisqu'on a plus d'un tiers de nos étudiants qui sont non français. Ce qui veut dire que l'on a des jeunes qui viennent aussi bien d'Afrique que de Chine, que d'Amérique du Sud, donc on a une ouverture internationale très importante. Ça fait partie aussi de la dimension que doit avoir un ingénieur, cette ouverture et cette dimension internationale. Donc nous on le vit au quotidien avec donc, tous ces étudiants qui sont présents dans notre établissement. Alors on a 3 programmes de formation, un programme de formation ingénieur, un programme de formation master, où là on a quasiment que des étudiants étrangers, c'est une volonté. Ce sont des enseignements uniquement en anglais que l'on partage avec des écoles, en particulier des écoles en Inde, pour, je dirais, amener des jeunes à ce grade de master. Et puis on est bien sûr associé au niveau de notre espace recherche, donc le presse. C'est mieux. Il y a un peu de traitement de signal à faire, s'il y a des spécialistes dans la salle, vous pouvez l'aider. Non, c'est pas ma voix qui est raillée. Donc le programme doctoral, on a également 70% d'étudiants étrangers, des jeunes français rechignent à faire des formations doctorales. Et je vous en dirai un petit peu l'une des raisons. Et donc le gros de la machine, c'est on forme de futurs ingénieurs, donc avec des parcours en 3 ans pour le cycle ingénieur, donc on recrute aussi bien des prépas mais aussi d'autres profils. Et j'en dirai quelques mots lorsqu'on parlera d'alternance. On recrute, on a nos propres prépas intégrés, donc ils font l'école en 5 ans. Donc c'est des modèles qu'on retrouve de plus en plus. Et puis on a effectivement quelques étudiants en échange. Donc, l'une promotion d'élèves ingénieurs, c'est 450 élèves. Avec des populations un petit peu particulières. Alors vous avez ici une petite vue panoramique de notre école. Donc c'est de la photo en haut à gauche, donc c'est notre campus Essigélec. Donc c'est 12 000 m². Et puis en dessous, donc, on a effectivement un campus recherche qui héberge notre institut de recherche en système électronique embarqué, donc, qui s'appelle l'IRSEM. Alors, notre programme ingénieur, donc ce que je vais brièvement vous présenter l'organisation de la scolarité et de l'enseignement à l'Essigélec, pour arriver après, je dirais, la dimension alternance, comment, je dirais au sens large, dans l'enseignement et en particulier l'enseignement supérieur, puis à l'Essigélec, comment on l'a mis en pratique avec nos partenaires industriels. Donc là, quelques vues de l'école également, avec ces moyens. Alors, l'Essigélec, l'école d'ingénieur, ne délivre qu'un seul et unique diplôme reconnu par la commission des titres d'ingénieur. Pour y arriver, on a 4 voies de formation. On a la voie classique, donc celle que vous pouvez connaître ici à Subcom pour les étudiants. Donc c'est les 3/4 de la promotion qui vont suivre ce parcours. On a 3% en formation continue, donc là ce sont des salariés d'entreprise qui reprennent des études et qui viennent faire un parcours de formation qui est également adapté, qui n'est pas en alternance, et pas encore pour l'instant. Et puis on a des formations sous contrat avec des entreprises, donc cette formation par alternance, que sont la formation par l'apprentissage et la formation contrat de professionnalisation qui est une autre forme d'alternance. Donc par ces 4 filières, on va accéder au même diplôme au travers d'un tronc commun généraliste de 12 spécialités, donc ce que vous appelez les options, donc on les appelle aujourd'hui les dominantes. Alors on parlait des langues un petit peu ce matin, la majorité des enseignements dominantes sont en anglais, et certaines sont complètement en anglais. Donc je dirais il faut aussi accompagner les élèves dans l'apprentissage de la langue, mais il faut aussi leur donner des points de passage obligatoires. Si on les laisse faire, ils ont souvent autre chose à faire.
Et puis aussi la dimension professionnalisation, je dirais, de la formation au travers de ce qu'on appelle les approches métiers. Et tout ça, ça a été initié parce qu'on a mis l'apprentissage en place au sein des communes. Donc ça, ce sont nos spécialités. Donc on a des spécialités communes avec Subcom, ce qui nous met sur des perspectives de collaboration sur des formations. Donc on y travaille en marge effectivement de cette, je dirais, de retour d'expérience sur la pédagogie. Donc voilà, on a aussi bien donc, les systèmes d'information, tout ce qui est lié, je dirais, au process industriel, on a du génie électrique, on a de l'énergie et la dimension développement durable. Les systèmes embarqués, donc quelque chose qui est très présent, qu'on va retrouver dans la mécatronique, mais qu'on va retrouver aussi dans l'ingénierie biomédicale. Et donc toute la dimension ingénierie d'affaires, où là effectivement on aborde des notions transversales telles que la gestion de projet, le management, des choses qui ont été évoquées ce matin et qu'on retrouve ici dans ces spécialités. Alors, j'ai synthétisé ce que je vous ai dit ce matin sur la problématique pédagogie active au travers effectivement de nos différents projets. Donc, le PIC, un projet d'initiative et créativité. Donc je ne vais pas vous redire ce qu'on a fait ce matin, ce qu'on a dit ce matin déjà. Le projet ingénieur, donc, qui lui a une dimension technologique et une dimension forte avec un commanditaire qui est une entreprise, un industriel, qui va effectivement amener une expression de besoin, et donc les équipes projet vont travailler avec tout un accompagnement qui va permettre d'arriver à des solutions. Là, deux exemples. Donc un exemple ici de compteur électrique intelligent, troisième génération, qui permet de faire du télérelevé par internet, etc. Donc avec une petite entreprise locale. Et puis donc un système de reconnaissance de signaux sur les voies pour les trains à grande vitesse, donc commandité par la société Alstom. Et on a des projets avec Orange, bien sûr, sur d'autres thématiques. Alors l'immersion dans l'entreprise, c'est historique et c'est très important pour je dirais, les IGLEC. C'est impulsé aussi par, je dirais, nos tutelles, la commission des titres d'ingénieurs qui veut que les écoles et les universités se rapprochent du monde de l'entreprise. L'objectif de notre école, c'est de former des ingénieurs qui soient aussi recrutés au-delà d'être reconnus. On peut être reconnu et pas être recruté. Moi, mon objectif, dans ma fonction, relation entreprise, j'ai un service qui est là pour accompagner les jeunes à trouver un emploi, à décrocher un CDI. Et tout le dispositif, effectivement, de mise en commun de compétences entre les compétences métiers attendues par l'entreprise et les compétences enseignées et, je dirais, que les élèves s'approprient pendant leur parcours. Donc, tout ça, c'est à un niveau que ça se situe, c'est-à-dire qu'on fait l'interface, pour que les gens se comprennent, l'équipe pédagogique comprenne les besoins des entreprises et vice-versa. C'est objectif, ça fonctionne dans les deux sens. Alors, pour quelqu'un, un jeune qui fait, un étudiant qui fait le cursus dit classique, il a des stages en entreprise, des tâches d'immersion, un stage technicien en deuxième année, donc de 2 mois, et puis un stage de 6 mois en dernière année. Puis on a alors la dimension vraiment professionnalisante, c'est au travers de l'apprentissage, puis au travers des contrats de professionnalisation. Et puis donc on invite beaucoup les entreprises, donc l'exemple que vous montrez aujourd'hui est quelque chose pour moi d'essentiel, et j'accompagne toutes les initiatives moi, au sein de notre établissement, et je mets en place moi, des dispositifs où on fait venir des entreprises. J'ai besoin de trouver des entreprises pour des candidats à l'apprentissage, donc ils vont venir le 13 juin au sein de l'école, et d'autres entreprises vont venir au mois de septembre. On a un forum qui propose donc à des entreprises de venir présenter leurs offres de stage, comme ce qui est fait aujourd'hui, etc. Il y a une véritable animation. Tous les jeudis, on fait venir des entreprises qui recherchent des stagiaires essentiellement. Et donc là, il y a aussi des mises en situation sur comment conduire un entretien de recrutement. Donc, et tout ça, ça se fait de concert avec les entreprises. On sort du cadre académique. Donc voilà, donc, ici une petite mosaïque de nos partenaires. Et ce n'est qu'une partie de nos partenaires, puisqu'on a compté tous les ans, c'est plus de 1000 stages entre les 3 dernières années et les deuxièmes années, c'est 500 ou 600 entreprises.
Maintenant, la formation en alternance. Alors, comment on est arrivé, une école d'enseignement supérieur qui vivait plutôt bien, qui était appréciée des entreprises, enfin, les élèves, les jeunes diplômés étaient appréciés des entreprises. Pourquoi se lancer dans l'alternance? Eh bien, ce sont des entreprises qui sont venues nous voir. Alors, c'est vrai que Rouen, c'est pas très loin de Paris. Et c'est vrai que pour retenir un ingénieur sur la région normande, c'était un petit peu compliqué pour les entreprises. Donc on a de grandes entreprises nationales qui se disent qu'il faut qu'on trouve un moyen pour fixer les cadres en région. Donc là, c'est pas une problématique pédagogique, hein. On en est loin. Mais c'était vraiment répondre à un besoin immédiat. Et donc on a nous construit un projet avec ces entreprises et avec l'équipe pédagogique pour démarrer l'alternance. Alors, mais d'où vient, je dirais, l'alternance? Alors c'est pas nouveau. Je dirais, ça a toujours été dans l'histoire, hein. Les bâtisseurs de pyramides faisaient de l'apprentissage, hein. Il n'y avait pas de formation spécifique, donc on apprenait sur le tas avec les maîtres. C'était vrai également au Moyen-Âge. En France, ce qui perdure encore aujourd'hui, c'est le compagnonnage. Donc, les bâtisseurs de cathédrales, etc., faisaient de très bons ébénistes, de très bons architectes, et on le retrouve toujours aujourd'hui. Par contre, au milieu du XXe siècle, donc c'était pour nous à partir des années 50, début des années 60, les entreprises n'étaient pas tout à fait satisfaites je dirais, des formations des jeunes qu'ils recrutaient. Et donc ils se sont dit, nous on sait ce qu'on veut, donc on va former nous-mêmes une partie de nos jeunes recrutés. Et ils ont mis en place effectivement des espaces qu'on appelle des centres de formation alors en alternance ou par l'apprentissage, où les entreprises, avec des pédagogues, ont monté des programmes de formation professionnalisants, c'est-à-dire qui permettaient aux jeunes d'être complètement intégrés, je dirais, aux besoins professionnels des branches que l'on a ici. Donc je parlais de la métallurgie, je parlais de banque, je parle de bâtiment. Et ces formations se sont faites obligatoirement en alternance, c'est-à-dire que l'entreprise s'engageait à prendre un jeune et à accompagner sa formation, à le mettre en situation. Donc ça a très bien fonctionné et ça fonctionne toujours très bien sur les niveaux académiques, CAP, bac professionnel, bac plus 2, donc BTS, équivalent, DUT, etc. Et dans les années 90, donc, en France, on a eu un déficit d'ingénieurs, on a toujours. Et Monsieur de Comps a eu l'idée de créer des instituts pour former des ingénieurs en alternance. Il n'y avait quasiment pas de formation d'ingénieurs en alternance à l'époque. Et donc, pendant la formation, ils seraient immergés au sein des équipes des entreprises. Donc ça, c'est un petit peu la genèse. Et donc, l'objectif de l'alternance, c'est une formation qui va se faire pour une part en entreprise et pour une part, bien sûr, dans l'école. Et donc, sachant qu'on ne va pas enseigner les mêmes choses, ça, je reviendrai tout à l'heure, donc le jeune va suivre ses cours à l'école, il va aller mettre en pratique certaines choses, mais il va surtout apprendre à vivre en entreprise, il va apprendre à échanger avec ses collègues, puisque le statut d'apprenti en France, il lui permet effectivement d'être salarié de l'entreprise avant tout, et il est en formation. Mais la finalité, c'est vraiment d'avoir une formation la plus professionnalisante possible. Et j'aurai quelques exemples à vous donner. Alors, sachant que l'alternance entre les cours à l'école et les sessions en entreprise est très variable en fonction du niveau de formation. Donc ça, c'est les différents niveaux de formation. Donc aujourd'hui, on va jusqu'à des formations en alternance Bac plus 5, donc niveau master, école d'ingénieur. Et les rythmes d'alternance, donc ça peut être 2 jours, 3 jours. Et là, on est plutôt sur des formations type CAP, bac professionnel. Donc il faut qu'il y ait une proximité entre le centre de formation et le lieu où va s'exercer je dirais, la mise en situation professionnelle. Donc, nous, aujourd'hui, on est plutôt sur une alternance mensuelle, voire plurimensuelle au niveau de l'alternance. Alors, le statut d'apprenant, en France, il existe 2 modèles qui sont effectivement accompagnés
financièrement. Ce sont donc les contrats de professionnalisation où le stagiaire, l'apprenant devient stagiaire de la formation professionnelle. Et on a l'apprenti qui, lui, intervient en contrat à durée déterminée de 3 ans. La durée va de 12 à 36 mois. Donc nous, on est sur 36 mois pour les écoles d'ingénieurs. Et c'est 12 mois pour les contrats de professionnalisation. Ça veut dire que, alors qu'est-ce que ça sous-entend? Ça veut dire que le jeune est rémunéré par l'entreprise pour les tâches qu'il réalise et que sa formation, le financement de sa formation est assuré par le biais d'un abondement de l'entreprise au niveau des centres de formation par alternance, donc les CFA. Je suis un peu vite. Alors pourquoi effectivement développer l'alternance? Alors c'est effectivement une très forte employabilité des jeunes qui passent par ces filières de formation, quel que soit le niveau, et on le retrouve au niveau des formations d'ingénieurs. C'est en complément des acquisitions, je dirais, des savoirs, des savoir-être et des compétences développées dans un centre, à l'école ou en université, c'est aussi l'acquisition des compétences propres, je dirais, au fonctionnement d'une entreprise, à la gestion d'une entreprise et à la gestion de projet, etc. Vous êtes en situation. Donc c'est une professionnalisation de la formation, l'insertion professionnelle bien sûr facilitée, et également l'entreprise aujourd'hui, en tout cas en France, utilise comme étant un pré-recrutement. On a un souci en France, c'est la pyramide des âges. Dans bon nombre d'entreprises, la moyenne d'âge est relativement élevée et il y a effectivement un renouvellement nécessaire effectivement des cadres, des personnels et en particulier des ingénieurs. L'apprentissage est un très très bon moyen pour transmettre des compétences pour des jeunes, à des jeunes, pour des personnes qui ont beaucoup d'expérience. Alors, inconvénient, là, je me mets du côté du jeune, parce que là c'est plus exigeant. C'est-à-dire que là on fait plus la fête. Pour les jeunes français, c'est pas 3 mois de vacances l'été, c'est 5 semaines sur l'année. On est soumis au droit du travail français. Parcours plus exigeant. Ce qu'on peut aussi, ce que certaines entreprises nous reprochent, certaines écoles bien sûr, qui ne font pas l'apprentissage, c'est monoculture d'entreprise. Il y a quand même des valeurs communes au sein des entreprises qui permettent d'aller d'une entreprise à une autre sans souci. Alors, la difficulté également, je l'avais entendu ce matin, c'est le changement de rythme lorsqu'on passe de la séquence académique à la séquence en entreprise. S'il faut gérer, et effectivement il faut, je dirais, pouvoir encaisser ces variations. Il faut être bien dans sa tête et je dirais être très serein dans sa formation. Mais là on accompagne aussi les jeunes et les entreprises dans le cadre de cette formation. Alors à l'ESIGELEC, comment ça se traduit? Donc là vous avez les parcours sur les 3 années. Alors pour rentrer à l'école, il faut passer les concours. Et lorsqu'on est admis à l'école, le jeune peut choisir la filière classique, donc sur un schéma universitaire, ou la filière en alternance. Et pour valider la filière en alternance, le jeune doit trouver une entreprise qui va l'accueillir pour la formation. Dès qu'il a signé son contrat d'apprentissage, il devient apprenti. Et donc là, on va réaliser, alors on a 15, sur 450 élèves, on fait 15 classes de 30 en moyenne, et on a 3 classes qui vont être dédiées à la formation en alternance, par l'apprentissage. Et donc la première année, donc comme donc sur ces 3 premiers semestres, donc sur la première année, donc 1, 2, 3, les 3 premiers semestres. Donc là, l'alternance va être quasiment mensuelle. Les apprentis sont en cours de façon spécifique. Les classiques suivent leurs cours de leur côté. Donc là, chacun vit sa vie de son côté. Je faisais remarquer tout à l'heure qu'on avait 12 spécialités, 12 dominantes. Et le choix que l'on a fait, c'est de permettre à n'importe quel étudiant, qu'il soit apprenti ou pas, d'accéder à n'importe quelle dominante, donc n'importe quelle option. Et donc pour cela, il a fallu que l'on modifie le parcours, enfin l'alternance mensuelle, qui elle était très liée au parcours des apprentis,
Alors, on est passé à une alternance, une alternance dite adaptée, où là, donc, la promo qui était d'un côté, la promotion qui avait d'un côté les étudiants de la filière classique et de l'autre côté les apprentis, là on réunit tout le monde, donc on retrouve nos 450 élèves, pour le coup les apprentis reviennent un petit peu élèves, et ensuite on les subdivise dans nos dominantes. Donc dans une dominante télécom, je vais avoir des apprentis, je vais avoir des étudiants de filière classique, etc. Par contre, le rythme là doit s'adapter à la séquence pédagogique de la filière classique, parce qu'eux n'ont pas d'alternance. La seule alternance, c'est les vacances et le parcours académique. Et donc là, les alternances sont beaucoup plus longues. On peut passer à 3 mois quasiment. Alors, le temps école, puis le temps entreprise, toutes ces séquences augmentent dans le temps. Et à la fin, donc la dernière année, elle est vraiment commune à tout le monde. Alors, pourquoi on a fait ce dispositif? Alors, premier objectif, effectivement, permettre à tous les apprentis d'accéder à n'importe quelle dominante. Mais aussi, ça permettait, vis-à-vis de notre tutelle, la commission des titres d'ingénieurs, de montrer que le diplôme était vraiment commun à l'ensemble, dès lors où on avait 2 semestres communs entre les différentes populations d'apprentis et étudiants de la filière classique. Et là, tout simplement parce qu'ils ont les mêmes plans d'épreuve, les mêmes évaluations, les mêmes devoirs, la même grille de notation. Et là, on peut positionner nos apprentis par rapport à nos étudiants de la filière classique. Je peux affirmer ici que les apprentis sont généralement plutôt dans le haut des classements de la promotion que dans le bas. Donc, je donnerai quelques éléments sur effectivement les motivations des jeunes. Alors, pour vous donner un petit peu le calendrier et les séquences académiques, c'est pas très régulier. Donc, si je regarde là, sur l'année, la rentrée 2012, donc ici, les apprentis sont arrivés, ils étaient en cours. Et ici, là c'est la première rupture. Donc toutes les séquences en rouge sont les séquences à l'école, les séquences académiques, et les séquences en bleu sont les séquences en entreprise. Et donc moi le 2 novembre, j'ai 93 apprentis qui sont partis en entreprise, donc qui ont disparu de l'école pendant 2 mois. Ils sont revenus au mois de janvier pour 1 mois. Au mois de février, ils sont partis en entreprise. Et là, en ce moment, vous voyez, on est début mai, et bien en ce moment, les premières années sont en entreprise sur des tâches qui sont confiées. Donc, j'ai les étudiants de 2e année, ceux donc au mois de mai, donc juste en dessous ici. Donc là, ils sont à l'école. Ils sont dans la période d'apprentissage des technologies des dominantes. Et donc là, en dernière année, on va retrouver ici tous nos apprenants dans les mêmes dominantes. Et donc le projet de fin d'études, ce qu'on appelle effectivement dans notre formation le projet de fin d'études comme ici, eh bien c'est la mission de fin d'études pour nos apprentis, donc qui là effectivement va durer, être conduite jusqu'à la fin du mois. Donc voilà le système d'alternance. Alors il y a une séquence en jaune, alors pas la première ici puisque nos apprenants ne sont pas encore là, c'est celle-ci. Donc c'est l'obligation qu'ont nos étudiants et en particulier nos apprentis d'aller faire un séjour à l'étranger dans une entreprise et non pas en université. Là on reste dans l'entreprise. Tout simplement parce que l'échange doit se faire, puisque le jeune reste dans l'entreprise et il va dans une autre entreprise. Donc après il y a un cadre juridique à respecter. Là on est vraiment sur des problématiques juridiques et c'est des problématiques qui sont prévues dans la législation pour permettre ces échanges. Alors, une photo sur les 3 promotions en cours qui sont donc à l'ESIGELEC. Donc en première année, j'ai 93 apprentis sur les 450 élèves que constitue ma promotion. C'est à peu près 20%. J'ai 54 entreprises d'accueil, donc certaines entreprises accueillent plusieurs apprentis. Donc le cas d'Orange en particulier. Deuxième année, j'ai 104 apprentis dans 60 entreprises et les 3e année, 79 apprentis dans 58 entreprises. Alors certaines, je les retrouve d'une année sur l'autre, ici. Donc vous comprenez que par ce lien qu'est l'apprentissage, on a une présence des entreprises très forte au sein de l'école. Et les entreprises nous aident aussi à construire nos évolutions pédagogiques, en particulier dans les spécialités. Le socle de base,
Ça, c'est le savoir-faire de l'école. Et ça, on y tient. Et par contre, les dominantes, c'est partagé avec les entreprises. Ce sont les entreprises qui vont recruter un ingénieur en informatique, un ingénieur en télécom ou un ingénieur en biomédical. Donc là, on partage effectivement les compétences, quelles sont les compétences attendues, et on construit les parcours pédagogiques avec les entreprises, et on les implique dans nos démarches pédagogiques. On est fait par exemple pour les ingénieurs d'affaires des études de cas sur des problématiques de marché, de réponse à appel d'offres par exemple. Ce sont des cadres d'entreprise qui viennent faire ces modules. Donc très très impliqués dans la vie pédagogique. Je dirais que la diversité aussi des entreprises, des secteurs d'activité, correspond bien effectivement à notre offre de spécialité. Donc on est très à l'écoute des entreprises en termes de besoins en fonction des secteurs. Alors il y a des secteurs plus ou moins bien représentés. Bon, industrie manufacturière, on va retrouver tout ce qui est lié à l'automobile, tout ce qui est lié à l'aéronautique, tout ce qui est lié au ferroviaire. Ensuite, on va avoir tout ce qui est lié à l'énergie, donc que ce soit la production, mais aussi la distribution et l'implémentation, je dirais, des installations électriques, tout ce qui est lié à l'ingénierie des maisons électriques. Les télécommunications, également très bien représentées, les services financiers, les commerces, et ainsi de suite. On a également des apprentis dans les services publics. Hein. J'ai des apprentis dans des mairies, donc, mais c'est au sein de services informatiques. Donc voilà un petit peu la diversité du parcours. Alors, les questions qui m'étaient posées hier déjà, et quand on a préparé un peu cet après-midi, c'est qu'est-ce qu'on va leur faire faire, qu'est-ce qu'on leur fait faire aux apprentis quand ils sont en entreprise. On sait qu'un stagiaire, on va lui proposer de développer un programme, de réaliser une carte électronique, on a un projet technique qui est bien identifié, on sait où on va le mettre, etc. L'apprenti, il a 3 ans, et il ne faut pas se poser la question tous les mois, qu'est-ce que je vais lui faire faire le mois prochain. Il faut effectivement, donc nous on accompagne les entreprises à définir des missions, des projets, pour former le jeune de façon complémentaire à ce qu'il va apprendre à l'école. Et donc les grandes lignes, la première année, c'est le jeune, de toute façon, il a une phase d'apprentissage, de découverte de l'entreprise. Donc c'est développer sa capacité d'écoute, voire de faire des rapports d'étonnement, ça peut faire partie, je dirais, de ce que l'on peut citer. Mais au départ, on ne va pas lui demander d'aller faire du code, d'aller programmer, d'aller faire une carte, etc. Donc c'est de l'immerger dans les équipes, d'accompagner des équipes. Et les séquences mensuelles s'y prêtent relativement bien pour je dirais, développer cette capacité. Deuxième année, c'est plutôt la capacité à convaincre par rapport déjà à une approche de conception. C'est-à-dire qu'on va pouvoir lui demander de concevoir des petits dispositifs, des petits programmes, si je le mets en informatique. Et là, c'est de justifier ses choix de solutions. Donc être critique par rapport à ces solutions et ensuite, argumenter pour convaincre son interlocuteur, son manager, que sa solution est la meilleure. Et en dernière année, c'est la capacité à animer, c'est-à-dire que là, je prends un projet, je fédère une petite équipe et j'ai mes objectifs et je fais de la gestion de projet, etc. Donc, ce que vous êtes en train de développer au travers de la pédagogie active, là on est tout à fait en situation. Alors, j'ai essayé ici de reprendre quelques items sur les trois capacités que l'on a identifiées. Capacité d'écoute, donc c'est effectuer des opérations nécessaires intégrées, etc., etc. Donc là, c'est plutôt pour des profils informatique télécom. Quelques exemples. C'est faire de l'assistance client. Moi, j'ai un apprenti, il est hotline numéricable. C'est-à-dire que le client qui a un problème, il va tomber sur lui. Il n'est pas tout seul, bien sûr. Donc là, c'est sa première année. Son tuteur lui a dit, la première année, tu prends les appels, tu as effectivement des éléments de réponse qui te sont proposés. Et si tu n'as pas la solution, tu passes au degré suivant. Et là, en ce moment, il est en train de passer, lui, en termes d'expertise au degré suivant, et ainsi de suite. Donc là, il développe des capacités techniques d'analyse d'écoute, de réponse, de structuration de l'information, de la problématique, vraiment sur la dimension. On est vraiment sur une dimension ingénieure. Et donc, il va monter de cette manière en compétence pour l'objectif sur le parcours. Donc, il a un parcours d'intégration, en fin de compte, dans l'entreprise. C'est d'arriver aux équipes qui proposent des évolutions de solutions, c'est pas de la recherche, mais c'est des évolutions de services
Donc pour voir tout l'ensemble de la chaîne entre donc numérical mais des produits sur le câble et des services. Et donc c'est de concevoir toujours de nouveaux services, hein, il faut toujours maintenir le client. Au bout, c'est toujours le client qui fait le succès de l'entreprise. Donc voilà, c'est aussi ces problématiques qui sont pointées par les entreprises dans le cadre de l'apprentissage. Donc voilà, deuxième année d'un certain nombre de choses. Hein. Donc là, on rentre plus sur, c'est réaliser un dossier d'exploitation, faire cette recette d'exploitation, mise en production analyse et mise en production de ressources informatiques, etc. Et en dernière année, on va être sur des choses encore plus, qui vont mobiliser encore plus de ressources et de compétences. On grandit en compétences et on grandit en mise en œuvre de ressources. Donc voilà un petit peu la démarche. Donc on accompagne les entreprises sur la définition des problématiques. Et donc chaque apprenti a un problème spécifique, je dirais, à l'entreprise qui l'accueille ou au service qui l'accueille. Dans les entreprises, c'est plusieurs apprentis, aucun n'a le même sujet. C'est vraiment adapté. La personne, enfin le jeune est immergé dans les équipes et, au départ de l'observation, puis ensuite on lui donne quelques tâches et il se construit son parcours de cette manière-là avec le tuteur. Alors comment on organise tout ça? Donc on a mis en place entre l'école et l'entreprise ce qu'on appelle un co-tutorat. Donc il y a un tutorat industriel, donc assuré par le tuteur industriel, qui lui va confier et superviser les missions de l'apprenti, et il va participer à l'évaluation. Le temps entreprise fait partie des éléments d'évaluation du jeune dans son parcours. Et ensemble, donc, on a défini, nous, un encadrement au travers des tuteurs pédagogiques qui accompagnent l'apprenti dans l'acquisition des savoirs, qui assure le lien pour qu'il y ait une bonne compréhension entre l'entreprise et l'école sur les attendus, pédagogiques, compétences, etc. Et ce tuteur participe également à l'évaluation. La partie entreprise va représenter pratiquement 40% de l'évaluation finale. Donc ce qui est considérable. Il passe la plupart de son temps en entreprise. Alors voilà quelques items qui sont évalués. Donc là, il y a plusieurs types d'items. Donc on a, par exemple, ici sur les capacités personnelles, donc on a les capacités interpersonnelles et ainsi de suite. Donc les savoirs que l'on a évoqués plus tôt dans la journée. Donc développement du sens de l'observation, créativité, innovation, rigueur, persévérance, dynamisme, objectivité, etc., etc. Donc on définit des grilles de cette nature, donc c'est bien, excellent, bien, assez bien, suffisant ou non applicable. En fonction du niveau de l'année de formation, il y a effectivement des items qui sont, qu'on a une grille pour les 3 années, donc il y a des choses qui sont plus ou moins applicables ou pas. Et il y a des choses qui s'acquièrent petit à petit au fil du temps. Donc il y a des choses qui peuvent être partiellement acquises en première année, mais qui vont se renforcer en deuxième, puis en dernière année. Donc tout ça, c'est effectivement un travail qui est mené de concert avec l'entreprise. Donc ça, c'est ce qu'on demande aux tuteurs d'entreprise de consigner à chaque phase où le jeune est en entreprise. Et puis ensuite, quand tout s'est bien passé, il est diplômé. Alors, sur le placement des apprentis, effectivement, l'employabilité étant plus grande que pour un étudiant de la filière classique, c'est parce qu'il est moins bon, c'est parce qu'il n'est pas encore aussi bien armé en termes de compétences et de mise en œuvre de ses compétences, il a un petit peu plus de mal. Aujourd'hui, c'est 94% de nos diplômés qui signent un contrat à durée indéterminée dans les 4 mois qui suivent leur sortie d'école. Donc c'est quand même un très bon taux de placement en France. Par la suite, je dirais que cette différence va s'estomper. Au bout des 5 ans, on ne peut plus savoir s'il a fait un parcours pour l'apprentissage ou s'il a fait un parcours classique. C'est-à-dire que l'apprenti a de l'avance sur certains points, mais que le jeune qui est passé par une filière classique va compenser de façon tout à fait naturelle dans l'acquisition, dans son expérimentation, sa mise en situation. Donc voilà un petit peu le dispositif que l'on a aujourd'hui mis en place depuis maintenant, ça fait 15 ans. Et donc qui continue à perdurer. Alors, je voudrais juste faire passer aussi quelques messages. Aujourd'hui, en France, on a aussi une problématique. Donc ça, c'est un moyen de former de façon très professionnalisant les jeunes. Donc ça, nous, c'était notre première approche, premier objectif.
Deuxième, aujourd'hui, il faut voir qu'en France, un quart des chômeurs, c'est plus de 3 millions de chômeurs en France, ont moins de 25 ans. Ça veut dire que ce sont des jeunes qui ne trouvent pas de travail. Alors, soit parce qu'ils n'ont pas de diplôme, très peu, mais même les diplômés. On a des jeunes qui sortent de master à l'université qui mettent 2 ans avant de trouver un travail. C'est vrai que la formation en alternance, qu'elle se fasse à l'université ou qu'elle se fasse dans l'école d'ingénieur, c'est un moyen d'accéder à l'emploi beaucoup plus fort. L'entreprise n'est pas obligée de recruter le jeune à la fin de son parcours, mais au moins 1 sur 2 est recruté, voire 2 sur 3. Les statistiques que j'ai aujourd'hui, c'est plutôt 2 sur 3 signent son contrat après sa formation en alternance, avec l'entreprise qui l'a formé. C'est un investissement, donc là c'est le message auprès des entreprises, c'est un investissement pour l'entreprise de former un jeune à ses métiers, à ses savoir-faire. Et donc l'entreprise, son intérêt, c'est aussi de le recruter. Donc voilà un petit peu le dispositif. Et donc il y a un encouragement très fort aussi des autorités, du législateur, pour développer les formations en alternance, donc pour favoriser l'accès à l'emploi des jeunes, quel que soit le niveau de formation. Je vous remercie. Puisque c'est le sujet clé, alors j'ai peut-être quelques petites questions pour aller un petit peu plus au détail de la chose. Alors, vous dites qu'il y a toujours un déficit nombre d'ingénieurs en France. Alors, vous ne croyez pas que c'est quand même l'un des arguments clés de la réussite du modèle? Parce que moi, si j'étais industriel, je voudrais bien avoir de la main-d'œuvre bien fraîche. Les étudiants sont hyper motivés. Pour leur apprentissage, je peux leur faire beaucoup de choses. Et j'ai en profité. Le salaire ne va pas être. Alors, vous ne croyez pas que c'est quand même un argument très important pour la Convaincu, donc, et c'est vrai que toutes les écoles ne proposent pas ce type de formation, toutes les filières. À l'université, on trouve effectivement qu'il y a quand même le gros des formations Bac plus 5, donc niveau master. Ils viennent un peu à cette formation. Et le déficit, c'est dans les écoles qu'il n'y a pas suffisamment de jeunes prêts à embraser la carrière d'ingénieur. Et effectivement, c'est une véritable problématique, je dirais, dans l'économie française en particulier, puisque quand on regarde aussi tout à l'heure je regardais les masters, les formations master, on a 98% des étudiants qui viennent de l'étranger. Sur les formations doctorales, donc là on arrive à Bac plus 8, 70% sont des jeunes qui viennent également de l'étranger. Il faut savoir que les jeunes sortant de l'école, qui aient fait l'apprentissage, alors encore plus l'apprentissage mais d'autres filières, qui sont happés par le milieu professionnel très très vite. Et nos partenaires, je dirais, dans cette façon, que sont les entreprises, en particulier Orange, effectivement, font énormément de pré-recrutement et accompagnent la formation des jeunes. Alors, même s'ils ne le gardent pas, c'est un jeune qui a eu un tremplin pour sa vie professionnelle extraordinaire. Donc, Je crois que j'ai mal posé ma question. autant pour moi. Je suis presque clair par rapport à ma question. En fait, ce que je voulais vous faire, c'est vous présenter votre projection de ce que vous saviez sur la Tunisie, parce que la situation est archi différente. Je veux dire, c'était pas une question, ce que je vous présenté au départ. Concernant effectivement le déploiement d'un modèle de ce type en Tunisie, on y travaille. Donc, moi, je participe avec un Succom, mais aussi, je dirais, une entreprise Orange Tunisie en particulier, développer ce modèle de formation et effectivement de ressources importantes pour l'entreprise. Voilà, il faut des aspects relais. On peut l'entreprise pour intégrer. J'ai fait simplement quelques recommandations par rapport. Alors, pas sur le modèle législatif, etc. Ça, c'est pour la Tunisie. Et c'est à la Tunisie d'y réfléchir et de s'approprier, comme on disait ce matin, chacun doit s'approprier ces modèles. Par contre, sur la définition des contenus de formation, etc. Alors, nous, on a travaillé au départ avec les entreprises au travers des branches professionnelles. Donc, on a fédéré aussi, autour de ce projet, on a fédéré
c'est aussi une des démarches que doit avoir soit les entreprises qui sont intéressées par ce modèle, c'est effectivement de fédérer les entreprises, de s'entendre sur un projet commun. Derrière, ce sont des jeunes qu'on va amener, hein, donc il ne faut pas non plus les décevoir. Donc l'entreprise a des besoins, les jeunes sont prêts effectivement, bien sûr, à suivre, mais il faut effectivement créer, je dirais, l'environnement, l'espace pour faire grandir ce modèle. Quand vous avez présenté les avantages et les inconvénients de ce modèle-là pour les élèves, pour les étudiants, alors j'ai des copains en France qui ont suivi ce programme, on en parle avec eux, ils disent que le truc c'est qu'ils ne savent même pas ce qui se passe dans la campus, ils sont complètement en dehors de la vie sociale, de la vie associative de leur école, et il faut savoir que ça c'est quand même très très important pour la formation de l'ingénieur. Je pense pas, je vous ai expliqué ça.